Et si ce défilé militaire, derrière ses trompettes et ses uniformes neufs, cachait bien plus qu'une simple démonstration de force? Et si c'était le début de la fin d'un système vieux de plus d'un siècle, celui qui a fait du Sahel le terrain de jeu discret de l'Occident? À Ouagadougou, quand les chars avancent, ce n'est pas seulement l'armée qu'on modernise. C'est la première fissure visible dans la forteresse d'approbation occidentale qui verrouille le Burkina Faso depuis des générations. Jusqu'à présent, chaque camion, chaque fusil, chaque mission secrète nécessitait l'aval silencieux de conseillers venus de loin. C'était le prix caché de l'aide internationale. Mais cette fois, Traoré et ses hommes tracent une ligne nette. Pas de permission, juste la souveraineté. Un geste apparemment banal, mais qui bouleverse l'ordre établi. Fini les interminables chaînes de validation. Fini le petit texte invisible qui liait chaque transaction à une condition étrangère. Le message claque, c'est possible tout pas a. Nous décidons, et nous seuls. Ce choix résonne bien au-delà du Burkina Faso, car si un État du Sahel peut se procurer ses blindés sans demander la permission, c'est tout le fragile édifice d'influence occidentale qui commence à s'effriter. L'Occident ne perd pas seulement du prestige, il voit s'envoler un levier stratégique bâti patiemment sur la dépendance. Pour les décideurs à Paris ou à Washington, le choc n'est pas que militaire. Il se joue aussi dans les coulisses où l'on négocie sécurité, énergie et budget de défense. En achetant ses armes sans supervision extérieure, le Burkina Faso ouvre la porte à une nouvelle ère, celle d'une souveraineté assumée, mais aussi d'un risque accru. Car cette rupture discrète pourrait coûter plus cher à l'Occident qu'à l'Afrique de l'Ouest en argent, en influence et en sécurité collective. C'est une bascule silencieuse qui menace de renverser tout l'ordre géopolitique du Sahel. Ce n'est plus seulement une affaire de matériel ou de contrat militaire, mais une question de permission, de fierté nationale et d'équilibre mondial. Mais comment en est-on arrivé à cette fracture? Et pourquoi ce choix, à première vue technique, fait-il trembler autant de puissants aujourd'hui? Pour comprendre ce tournant, il faut revenir sur les règles invisibles qui régissent depuis si longtemps l'armement du Sahel, car derrière chaque contrat, il y avait une histoire d'influence, de promesses et de compromission. Pendant de longues décennies, la sécurité du Sahel a reposé sur une promesse fragile. La protection, mais seulement en échange d'un alignement strict et d'une obéissance aux règles imposées de l'extérieur. Depuis l'indépendance, la défense ouest-africaine s'est construite grâce à la formation, aux équipements et à l'assistance venus d'Occident. Pourtant, chaque livraison, chaque session d'entraînement s'accompagne de conditions précises, d'accords à signer, d'autorisations à négocier auprès de capitales lointaines. Prenons l'exemple de l'opération Barkhane. Cette mission lancée par la France pour combattre le terrorisme au Sahel reposait sur une présence militaire importante, mais aussi sur une série de conditions imposées aux armées locales. Les troupes burkinabées, maliennes ou nigériennes recevaient du matériel, mais devaient, en échange, respecter des directives strictes en matière d'engagement, de partage de renseignements et même de communication. Cette dépendance était telle que certains officiers africains confiaient, en privé, que leur marge de manœuvre était aussi étroite qu'une corde sur laquelle on marche. Les décisions cruciales, parfois vitales, étaient retardées par des consultations interminables entre les états-majors locaux et les commandements étrangers. Dans cette architecture, aucune décision cruciale ne se prend sans le feu vert d'acteurs extérieurs. Une simple manœuvre, un déploiement urgent, nécessite l'attente d'accords souvent lents, dictés par des chaînes de commandement opaques et pilotées depuis l'étranger. Il n'est pas rare de voir de nouveaux véhicules militaires immobilisés plusieurs jours, bloqués par l'attente d'une signature, alors que la menace, elle, frappe sans prévenir ni demander la moindre permission. On se souvient d'un épisode marquant survenu en 2018. Alors qu'une attaque meurtrière frappait un village du nord du Burkina Faso, les forces locales n'ont pu intervenir qu'après plus de 24 heures d'attente, le temps d'obtenir le feu vert d'un partenaire étranger. Ce délai a coûté la vie à des dizaines de civils, illustrant tragiquement la toxicité d'un système où la permission prime sur l'urgence. Ce système a forgé une dépendance structurelle qui rend les armées hésitantes, souvent impuissantes. Les soldats attendent tant des réponses qui se perdent dans l'administration, tandis que les civils vivent sous une insécurité quotidienne, sans certitude que l'État saura intervenir lorsque tout bascule. La culture de la permission a miné la confiance, des casernes jusqu'au village. Les militaires doutent de leur autorité, conditionnés à rechercher l'aval avant d'agir. Les citoyens, eux, n'espèrent plus grand-chose, constatant que leur sécurité dépend d'agendas étrangers, lointains et incompréhensibles.
Privé d'autonomie véritable, le Burkina Faso reste captif d'un modèle inefficace, où chaque minute de retard administratif peut coûter des vies. La souveraineté s'y négocie, mot après mot, dans des bureaux anonymes, à des milliers de kilomètres des réalités du terrain. Mais une fracture s'ouvre. Le capitaine Traoré choisit la rupture, prêt à braver l'incertitude pour reprendre le contrôle, même si cela signifie affronter des dangers inédits. Jusqu'où ira ce choix, et quel en sera le coût pour tout le Sahel? Pour illustrer ce changement, pensons à la Corée du Sud après la guerre de Corée. Longtemps dépendante de l'aide militaire américaine, Séoul a progressivement construit sa propre industrie de défense, se dotant d'une autonomie stratégique qui lui permet aujourd'hui de peser dans les relations internationales. Ce processus a été long, semé d'embûches, mais il a transformé la Corée du Sud d'un pays sous tutelle en un acteur régional indépendant. Un nouvel accord d'armement va cristalliser ce tournant, révélant les tensions profondes entre dépendance et souveraineté. La décision de Traoré va bouleverser l'équilibre, forçant chaque camp à sortir de l'ambiguïté. Rompre les chaînes, oui. Mais remplacer la tutelle occidentale par une véritable autonomie, est-ce une chance ou une menace cachée? Pour Ibrahim Traoré, la question ne se pose plus. Il rejette la lenteur, les compromis et la dépendance envers les partenaires occidentaux. Chaque minute perdue à attendre une autorisation étrangère se traduit, selon lui, par un villageur menacé ou une opportunité manquée. Le Burkina Faso doit reprendre le contrôle de sa sécurité sans demander la permission, sans accepter de conditions imposées. Acheter directement ses armes, sans étiquette d'aide ni conseiller étranger, bouleverse l'ordre établi. Ce n'est plus un cadeau ni une faveur internationale, c'est un acte d'indépendance. Désormais, le pays choisit et déploie ses équipements selon ses propres priorités. L'équilibre des pouvoirs locaux change, car l'ancien levier occidental, l'accès, la coordination, le droit de veto, s'efface peu à peu. Mais la transformation la plus profonde est invisible. Derrière les blindés flambant neufs, c'est la formation, la maintenance, la logistique et surtout la prise de décision qui se nationalisent. Pour la première fois en plusieurs décennies, le Burkina Faso n'attend plus la validation d'un état-major étranger pour agir. Le centre de gravité s'est déplacé. Ce sont désormais des officiers burkinabés qui orchestrent la chaîne complète, des opérations à la réparation des véhicules. Pour saisir l'ampleur de cette mutation, regardons l'exemple de l'Inde. Pendant longtemps, l'armée indienne dépendait des équipements britanniques et russes pour assurer sa défense. Mais face à la complexité de la géopolitique régionale, New Delhi a investi massivement dans la recherche, la production locale et la formation de ses propres ingénieurs militaires. Aujourd'hui, l'Inde exporte même des missiles à ses voisins. Cette transformation a nécessité des sacrifices, des ajustements douloureux, mais elle a permis au pays de ne plus subir la pression ou le chantage de fournisseurs étrangers. Cette autonomie retrouvée a un prix élevé. À chaque liberté gagnée, un garde-fou disparaît. Sans partenaire pour surveiller ou freiner les décisions, le risque de dérive autoritaire, de corruption et d'isolement augmente. Il n'est plus possible d'accuser un conseiller occidental en cas d'erreur. Chaque abus, chaque échec, chaque débordement retombe sur Ouagadougou. Ce changement secoue Paris, Washington et toute la région. Les voisins maliens et nigériens observent, parfois avec impatience, ce modèle qui promet de balayer le vieux système d'influence post-colonial. Toutes les alliances sont en jeu, et le Sahel s'aventure sur un terrain où les règles d'hier ne s'appliquent plus. Mais le pari est immense. En rejetant les anciens filets de sécurité, le Burkina Faso s'expose à une incertitude totale. Stabilité, sécurité, paix sociale, tout peut basculer. En coulisses plane la menace d'un chaos incontrôlable ou d'un régime autoritaire durable. Pour prendre la mesure de ce risque, rappelons-nous l'exemple de la Guinée après son indépendance en 1958. En coupant brutalement les liens avec la France, Sékou Touré a certes proclamé l'autonomie du pays, mais l'isolement international, la méfiance des voisins et le manque de préparation ont plongé la Guinée dans une longue période de difficultés économiques et politiques. L'indépendance, sans vision ni garde-fou, peut facilement se transformer en cauchemar. Pour Ouagadougou, cette rupture n'est pas qu'un bras de fer symbolique, c'est une question de survie nationale. Pourtant, le choix du Burkina Faso déborde vite le cadre national. Ce qui se joue ici pourrait bien redéfinir l'équilibre de tout le Sahel. Mais cette autonomie nouvelle n'est-elle qu'une illusion? Les prochaines décisions de Traoré vont révéler jusqu'où le Burkina est prêt à aller pour imposer sa souveraineté. Et si ce qui se joue au Burkina Faso n'était plus seulement une affaire locale? Depuis quelques mois, le Burkina Faso, le Mali et le Niger unissent leurs forces, achats d'armes, partage de renseignements, logistique commune.
Ils s'éloignent des circuits occidentaux, agissent sans demander de permission à personne. Pour ces trois États, la logistique militaire, la formation des soldats, la maintenance des équipements ne sont plus de simples détails techniques. Ce sont désormais des outils de souveraineté et des leviers de pression géopolitique. Ils ne se contenteront plus d'acheter des armes. Ils cherchent à bâtir une indépendance complète, où chaque camion, chaque vis, chaque information devient un symbole de contrôle, voire de défiance envers leurs anciens partenaires. Ce modèle inédit intrigue au-delà du Sahel. D'autres pays africains observent, s'interrogent, et certains songent à suivre la même voie. Pour les puissances occidentales, l'alerte est sans clair, il faut renégocier toute la logique de l'influence. Les vieilles offres de formation, les programmes d'aide, les dispositifs de renseignement ne font plus rêver. La seule idée d'une Afrique centrale ou occidentale capable de se défendre elle-même fait vaciller les stratégies patiemment construites à Paris ou à Washington. Prenons le cas du Rwanda. Après le génocide de 1994, Kigali a rompu avec les schémas traditionnels de dépendance. Paul Kagame a restructuré l'armée, investi dans la formation locale et affirmé une politique étrangère active, intervenant même dans des missions de paix en Afrique centrale. Ce modèle inspire aujourd'hui d'autres pays du continent qui voient dans l'autonomie militaire un levier de respect et d'influence. Mais cette quête d'autonomie n'est pas sans danger. Elle risque de faire naître de nouvelles fractures internes, groupes rivaux, ambitions opposées, conflits régionaux au sein même du bloc sahélien. Les anciennes formes de dépendance ne disparaissent pas. Elles peuvent ressurgir, masquées par de nouveaux fournisseurs, de nouveaux accords obscurs. Le danger le plus redouté, que cette souveraineté se transforme en boîte noire sécuritaire. Moins de transparence, moins d'obligations envers les citoyens ou la communauté internationale. Les décisions se prennent à huis clos, l'information circule dans des circuits restreints et l'imprévisibilité devient la règle, aussi bien pour les voisins que pour les grandes puissances. Dans ce contexte, la moindre erreur de gouvernance, la plus petite dérive autoritaire ou un simple échec dans la gestion des ressources pourrait transformer ce rêve d'indépendance en nouvelle instabilité régionale. Ce qui était censé protéger la population pourrait, à tout moment, se retourner contre elle, ou plonger toute la sous-région dans la tourmente. Le Sahel est à la croisée des chemins, laboratoire d'une Afrique qui refuse de se soumettre, ou terrain d'expérimentation d'une imprévisibilité qui, demain, pourrait coûter cher, non seulement aux habitants des villages sahéliens, mais aussi à l'Europe, à l'Amérique et au reste du monde. Reste à savoir si ce pari sur la souveraineté conduira à l'émancipation durable ou ouvrira la porte à une nouvelle ère d'instabilité incontrôlable. Le prochain geste des dirigeants du Sahel pourrait bien décider du sort de toute la région. La souveraineté n'est jamais synonyme de stabilité assurée. Au Burkina Faso, la rupture sécuritaire choisie par le pouvoir de Ouagadougou force à regarder la réalité en face. Comment transformer l'émancipation en réussite durable et non en précipice vers de nouvelles crises? Être autonome ne consiste pas simplement à s'affirmer face à l'extérieur ou à réagir dans l'urgence. L'indépendance exige une discipline intérieure sans faille, gestion rigoureuse des ressources, transparence et devoir permanent de rendre des comptes à la population. Sans ces garde-fous, l'autonomie peut vite dériver en corruption, en abus ou en impunité, et les rêves de renouveau tourner au cauchemar. Pour comprendre la nécessité de ces garde-fous, regardons le Nigeria des années 80. Après avoir nationalisé son industrie pétrolière, le pays a connu une croissance rapide de ses revenus, mais l'absence de transparence et le manque de contrôle citoyen ont favorisé la corruption et la captation des richesses par une élite restreinte, privant la majorité de la population des bénéfices attendus de la souveraineté économique. Renforcer l'arsenal militaire n'a de sens que si ces nouvelles capacités servent un projet collectif, encadré par des institutions solides. L'histoire africaine regorge d'exemples où une victoire tactique mal consolidée a ouvert la voie à l'instabilité ou à l'autoritarisme. Pour le Burkina Faso et ses voisins, le vrai défi commence au lendemain de la rupture, bâtir un État robuste, capable de protéger sans écraser, d'unir sans imposer. Du côté des puissances occidentales, la leçon est tout aussi inconfortable. Imposer des conditions ou verrouiller l'accès par des jeux d'influence n'est plus tenable. L'influence, désormais, se négocie. Il faudra apprendre à composer avec des interlocuteurs qui revendiquent dans leur propre agenda, au risque de bousculer des intérêts installés depuis plusieurs décennies. Mais la souveraineté ne se décrète pas à coup de contrats d'armement ou de contrôle des opérations. Pour les sociétés africaines, elle commence par une autocritique lucide.
Refuser les anciennes dépendances, c'est aussi prévenir l'installation de nouvelles formes de tutelle, qu'elles soient économiques, technologiques ou idéologiques. Être indépendant, c'est interroger sans relâche ses propres failles, ses propres angles morts. Si ce modèle de rupture réussit, il pourrait inspirer bien au-delà du Sahel. Mais il devra éviter 3 écueils majeurs: le repli sur soi, la brutalité et l'opacité, qui ont trop souvent miné les espoirs de renouveau sur le continent. L'histoire avance, mais elle punit les recommencements sans leçon tirée. Pour illustrer ces risques, on peut se rappeler le Zimbabwe post-indépendance. Robert Mugabe a revendiqué une souveraineté totale, mais l'absence de contre-pouvoir et la brutalité du régime ont plongé le pays dans une crise humanitaire et économique durable. L'autonomie n'est pas un blanc-seing pour l'autoritarisme. Si ce pari échoue, le Burkina Faso ne sera pas seul à affronter la tourmente. C'est tout le Sahel qui risque de sombrer dans un nouveau chaos, entraînant ses habitants et bouleversant les équilibres du continent africain, mais aussi européen et américain. Le prix de la souveraineté mal préparée pourrait, demain, se payer sur tous les continents, bien au-delà des frontières du Sahel. Pour éviter ce piège, il existe des étapes concrètes: renforcer les institutions démocratiques, former une génération de cadres compétents et intègres, créer des mécanismes indépendants de contrôle des dépenses militaires et ouvrir un dialogue permanent avec la société civile. L'Afrique du Sud, après la fin de l'apartheid, a réussi à stabiliser son appareil sécuritaire en s'appuyant sur la transparence et la participation citoyenne, même si la route reste longue. La rupture de Ouagadougou, promesse d'un réveil africain ou signal d'alarme sur les dangers d'une autonomie mal maîtrisée. Le choix du Burkina Faso ne laisse personne indifférent. Mais pour comprendre ce qui se joue vraiment, il faut revenir aux racines de cette rupture et à son impact sur l'équilibre du Sahel. L'enjeu fondamental dépasse largement le simple défilé ou la livraison de nouveaux blindés. Ce qui se joue, c'est la capacité de transformer une souveraineté retrouvée en sécurité durable, pour le Burkina Faso comme pour tout le Sahel. Pour la première fois depuis bien des décennies, un pays sahélien affirme ouvertement: notre sécurité ne dépend plus d'une tutelle étrangère. Il ne s'agit plus de demander la permission, mais d'assumer seul toutes les conséquences des choix faits. Ce basculement, discret en apparence, fissure profondément l'édifice de dépendance hérité de la colonisation. Désormais, chaque nation de la région doit décider: continuer à attendre l'aval extérieur ou avancer par ses propres moyens, avec les risques et les responsabilités qui en découlent. L'espoir est tangible. Imaginez un Sahel qui écrit enfin ses propres règles sans se justifier à chaque pas devant les partenaires européens ou américains. Pourtant, la menace est toujours là. L'insécurité ne disparaît pas par magie avec un changement de fournisseur. Elle exige une implication totale, une stratégie qui dépasse la simple parade militaire ou les symboles d'indépendance. Pour les populations locales, le pari est existentiel. Pourront-elles enfin compter sur une armée qui agit à la vitesse de l'urgence, sans attendre des instructions venues de loin? Ou subiront-elles demain le prix d'une autonomie fragile, sans filet de sécurité ni soutien extérieur? Pour les États-Unis et les puissances européennes, la perte d'influence est lourde de conséquences. Moins de visibilité, moins de contrôle sur une région clé pour la stabilité mondiale. Cela impliquera plus d'incertitudes autour des routes énergétiques, des dépenses accrues en sécurité et la fin d'un modèle d'ingérence qui semblait inamovible. Le retour en arrière n'est plus possible. Le Sahel ne sera plus jamais un simple laboratoire pour des stratégies étrangères. Chaque décision prise aujourd'hui engage l'avenir de millions de personnes, du paysan burkinabé au contribuable occidental. Mais souveraineté ne garantit pas la sécurité. La transformation véritable dépendra de la capacité à construire des institutions solides, capables de répondre aux menaces sans tomber dans de nouvelles formes de dépendance ou de répression. Alors, à ce carrefour historique, une question s'impose. Quel Sahel voulons-nous bâtir? Un espace de liberté et de responsabilité partagée, ou un archipel d'isolement précaire où chaque crise peut tout emporter? Le Burkina Faso vient de poser la première pierre. Reste à savoir si la région saura transformer cette rupture en un horizon commun, où l'espoir deviendra une réalité partagée. Pour finir, rappelons que l'histoire n'est jamais écrite d'avance. Le Ghana, sous la houlette de Kwame Nkrumah, a été l'un des premiers pays africains à revendiquer une indépendance totale, mais il a aussi expérimenté les dangers d'une gouvernance précipitée et d'une centralisation excessive du pouvoir. La leçon pour le Burkina Faso est claire: la souveraineté est un point de départ, pas une garantie. Dans les mois à venir, chaque geste comptera. Un recrutement transparent de soldats, une distribution équitable du matériel,
Une collaboration sincère avec les populations locales, mais aussi une ouverture au dialogue avec l'extérieur, sont des étapes concrètes pour rendre l'autonomie viable. La communauté internationale, elle aussi, doit repenser son rôle. Plutôt qu'imposer ou conditionner son aide, il s'agit désormais d'accompagner, d'écouter et de respecter le choix des peuples du Sahel. Pour l'Occident, ce sera un apprentissage parfois douloureux, mais nécessaire pour éviter la rupture totale et l'escalade des tensions. Au bout du compte, le pari du Burkina Faso pourrait bien inspirer tout un continent. Mais il portera ses fruits seulement si la rupture s'accompagne d'un profond renouvellement démocratique, d'une vigilance citoyenne constante et d'une capacité à apprendre des erreurs du passé. Le Sahel, longtemps prisonnier des cartes tracées à la règle à Berlin au XIXe siècle, a aujourd'hui l'opportunité d'écrire une histoire nouvelle. Mais l'indépendance ne se gagne pas en un jour. Elle se construit pas à pas dans l'effort, la lucidité et la volonté de bâtir un avenir commun. Alors, la question reste ouverte, mais le chemin est désormais tracé. Le défilé n'était que le début. La vraie bataille pour la souveraineté commence maintenant, sous les yeux du monde entier.